Bonjour les élèves, je souhaite que vous allez bien. Alors après avoir élaboré dans la première partie le droit fiscal, aujourd'hui on va élaborer, Inch'Allah, la deuxième partie qui concerne le droit social. Principalement le droit du travail et le droit social qui concerne la Caisse nationale de la sécurité sociale et la Caisse interprofessionnelle marocaine de la retraite. Alors, je vous rappelle que le droit social, c'est une branche de droit privé. Il appartient à la famille de droit objectif. Alors, la partie, comme j'ai déjà lancé au départ, intitulée « Les éléments du droit social », on va l'entamer avec le premier chapitre intitulé « Les conditions légales de travail ». L'objectif et la compétence qu'on va élaborer ensemble et qu'on va réaliser ensemble dans cette séance, assimiler les dispositions légales de travail en vigueur. Donc, durant toute la séance, ensemble, on va essayer de développer cette compétence et de réaliser cet objectif en respectant le plan suivant du chapitre. Dans un départ, on va discuter certaines généralités. Et dans ces généralités, on va voir premièrement la définition de droit du travail et deuxièmement, on va voir les sources du droit du travail marocain. Deuxième point qu'on va traiter, c'est la durée légale de travail. Troisième point, la rémunération du travail, parce que le salarié qui travaille dans une entreprise, automatiquement en signant un contrat de travail, à la fin de chaque mois, il touche un salaire. Troisième point qui reste, et dernier point, on va élaborer, pour terminer ce plan, les autres conditions légales de travail. Bien. Alors, on va commencer les généralités. Comme j'ai déjà dit auparavant, premier point qu'on va traiter dans la généralité, c'est la définition du droit de travail. Alors le droit du travail est l'ensemble des règles, l'ensemble des lois, l'ensemble des articles juridiques, des textes juridiques applicables aux relations individuelles ou relations collectives. Donc il peut une seule personne signer un contrat avec l'employeur, comme un groupe de personnes signe un contrat avec une entreprise, qui naissent à l'occasion du travail entre les employeurs privés ou assimilés et ceux qui travaillent sous leur autorité. Donc je répète, c'est une définition très simple, elle est claire et générale un petit peu. Donc le droit du travail est l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent à l'occasion du travail entre les employeurs privés ou assimilés et ceux qui travaillent sous leur autorité, ce qu'on appelle par la suite les salariés ou bien les employés. Deuxième point qu'on va voir et qu'on voyait au tableau, les sources du droit du travail. Donc le législateur marocain, pour élaborer bien sûr un code de travail, il s'inspire de plusieurs sources. Premièrement, les sources internes. La première source interne qui vient à la tête, c'est des sources étatiques. Premièrement, la Constitution marocaine. Et cette Constitution que vous connaissez tous a connu une révision
en 2011. Il a apporté des nouveautés, il a changé pas mal d'articles dans la Constitution. Deuxième source interne, lois et règlements. Ce sont des lois votées et adoptées par la législation, bien le législateur marocain qui est le Parlement. C'est le pouvoir législatif. Troisième source nationale, interne, pardon, les conventions et les coutumes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des conventions? Parfois, il y a des conventions qu'on a signées avec les partenaires sociaux, tels que les syndicats, tels que le patronat marocain par exemple, et des coutumes, des us issus de la population marocaine et de la société marocaine. Et le législateur ne peut pas ignorer les coutumes, surtout. Le règlement interne aussi, c'est une source interne, l'usage de la profession et de la région, l'usage de la profession ou de la région. Parfois, on trouve des règlements ici de professions libérales, par exemple, les médecins, les architectes, les experts. Contrat individuel du travail, c'est le contrat que le salarié signe avec son patron, avec son employeur. Deuxième catégorie de sources, ce sont des sources externes. La première source externe, ce sont les conventions que le Maroc a signées avec certains organismes, certaines organisations internationales, telles que par exemple le Bureau international du travail, qui a remplacé l'Organisation internationale du travail à partir de 1945. Et n'oublie pas que cette organisation, elle a été créée en 1919, c'est juste après la Première Guerre mondiale, pour que cette organisation élabore, bien sûr, le Code du travail international et maîtriser exactement cette convention que les pays membres s'adhèrent et respectent normalement les conventions que les pays signent avec cette organisation mondiale du travail et qui est appelée actuellement le Bureau international de travail. Les traités internationaux, c'est une source encore externe et le législateur ne peut pas sauter sans utiliser ce qu'on appelle les traités internationaux que le Maroc a signé avec pas mal de pays. Et ça reste vraiment une source externe très importante, qu'on peut à travers cette source modifier et développer ce qu'on appelle le Code de travail marocain. Voilà pour les généralités. On passe maintenant au premier point, selon le plan que nous avons établi, et qui s'appelle la durée légale de travail. Donc cette durée légale de travail, elle est encadrée par l'article 184 du Code de travail marocain. Ce code, ou bien cet article, précise exactement deux activités pour préciser exactement le nombre d'heures que le salarié doit travailler soit dans le secteur agricole, c'est-à-dire les activités agricoles, ou bien dans le secteur industriel et le secteur de services, ce qu'on appelle les activités non agricoles. Alors, pour les activités non agricoles, c'est-à-dire le secteur industriel et le secteur services, donc l'article 184 précise exactement 44 heures par semaine que le salarié doit travailler au profit de son patron pour qu'il puisse avoir un salaire à la fin de la semaine et par la suite un salaire à la fin du mois. Pour le nombre d'heures par année, alors c'est 2288 heures par an. Donc le salarié, lorsqu'il travaille une année, cela signifie qu'il a travaillé exactement 2888 heures dans son entreprise. La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année selon les besoins de l'entreprise, à condition que
la durée normale du travail n'excède pas 10 heures par jour. Donc, peut-être que l'entreprise peut améliorer la durée normale du travail, mais à condition de ne pas dépasser 10 heures par jour pour ne pas exploiter beaucoup plus le salarié. Attention, le code, il est là. Les inspecteurs du travail, ils sont là. Ils vérifient à chaque fois, est-ce que les entreprises, en quelque sorte, respectent cette norme de durée de travail. Dans les activités agricoles, l'horaire est un peu différent. Donc on se contente beaucoup plus, selon le code de travail, de compter le nombre d'heures par an. Exactement, c'est 2496 heures. Donc, un employé qui travaille dans le secteur agricole, il travaille exactement 2496 heures par an. Elle est répartie, cette durée, sur des périodes en fonction toujours des besoins de l'entreprise agricole, de l'employeur agricole et de l'activité agricole, et dans des limites journalières arrêtées par texte réglementaire, pour ne pas l'employeur dépasse cette limite précisée par les textes réglementaires qui complètent le code du travail dans plusieurs temps. La chose qui vient après la durée normale du travail, ce sont les heures supplémentaires. Peut-être un salarié que son patron lui demande de réaliser, d'effectuer des heures supplémentaires. L'article 197 et l'article 201 précisent exactement quand est-ce qu'on parle des heures supplémentaires, pour ne pas avoir une confusion. À la fin du mois, le patron il dit tu n'as pas travaillé telle heure supplémentaire, alors le salarié il dit non, j'ai travaillé telle heure. Alors pour lever cette confusion, l'article est clair, surtout l'article 197 et l'article 201 qui précisent exactement. Alors premièrement, qu'est-ce qu'il dit ces articles-là? Premièrement, les heures de travail effectuées au-delà de 10 heures par jour, quel que soit le mode horaire adopté. Donc il ne faut pas accepter, en quelque sorte, les heures supplémentaires moins de 10 heures par jour. Moins de 10 heures par jour. Donc il faut qu'on dépasse les 10 heures, dans ce cas-là, les heures supplémentaires sont comptées. Deuxième point, deuxième précision, les heures de travail excédant 44 heures par semaine. Si on trouve que par semaine, le salarié travaille 50 heures, cela signifie que ce salarié a effectué 6 heures supplémentaires de travail en plus et qu'il sera rémunéré. Et on va voir par la suite la rémunération des heures supplémentaires. Ils ne sont pas rémunérés de la même manière que les heures normales. Troisième point, les heures de travail dépassant 2288 par an, surtout lorsqu'on travaille dans le secteur non agricole, dans les activités non agricoles, principalement le secteur industriel et le secteur tertiaire, le secteur de services. Alors un salarié qui dépasse 2288, automatiquement, il faut compter les heures supplémentaires qu'elle a effectuées réellement à l'intérieur de l'entreprise. Deuxième point, selon le plan que nous avons déjà établi au départ, c'est la rémunération du travail. Puisque le salarié a effectué des heures, que ce soit des heures normales, que ce soit des heures supplémentaires, que ce soit dans le secteur agricole ou bien dans le secteur non agricole, donc il sera rémunéré par la suite, à la fin de la semaine, à la fin de la journée, bien à la fin du mois. Le salaire, généralement, est librement fixé par un accord direct entre les parties contractantes, le salarié et l'entrepreneur, ou bien l'employeur, ou par convention collective de travail. Parfois, c'est arrivé pas mal de fois que les salariés qui s'organisent dans un syndicat et qu'ils ont négocié avec l'entreprise sur la base d'une convention collective de travail et qui précise exactement la rémunération. Mais il ne peut être inférieur au salaire minimum légal. Vous voyez au tableau le SMIC et le SMAG. Le SMIC, c'est salaire minimum interprofessionnel garanti,
il concerne le secteur industriel, le secteur tertiaire et les professions libérales. Et le SMAG, salaire minimum agricole garanti. Donc, dans le secteur agricole, on a un salaire minimum qui est garanti par l'État. Et on va voir exactement le montant par jour fixé par l'État. Le salaire sera payé à des intervalles réguliers dépendant du grade et des qualifications du salarié. On peut parler de salaire à l'heure, salaire à la journée, salaire à la semaine, ou bien à la quinzaine, ou bien salaire au mois, ou bien parfois salaire à la tâche. Combien de pièces le salarié a fabriquées, c'est salaire à la tâche. On compte combien de pièces fabriquées par le salarié et on peut lui rémunérer à partir d'un salaire qui s'appelle le salaire à la tâche. Première chose qu'on va voir dans ce système de rémunération, c'est le congé annuel payé. Donc l'article 231, 232, 235 du Code du travail marocain précise certaines choses concernant les congés annuels. Donc un salarié doit bénéficier d'un congé annuel et qui sera rémunéré, ce congé annuel. Le congé payé est la période annuelle de repos accordée au salarié avec maintien de la rémunération. C'est-à-dire, c'est le nombre de jours, c'est le repos qu'on lui accorde, c'est-à-dire que le patron, l'employeur accorde au salarié comme congé annuel. Chaque an, le salarié doit bénéficier de ce congé et doit être rémunéré. Et on va voir par la suite comment on compte le jour ou bien les jours de congé par an. Un mois de travail correspond généralement à 26 jours de travail effectif. Donc, on ne compte pas 30 jours, parce que le salarié, normalement, il a un jour de repos par semaine. Donc, si on va retrancher un jour de repos de 30 jours, 4 semaines, donc on va retrancher 4 jours, il reste seulement 26 jours de travail effectif et réel. La durée du congé annuel légal est augmentée à raison d'un jour et demi ouvrable par période entière, continue ou non, de 5 années de service, sans que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de 30 jours de travail effectif. Donc le salarié n'a pas le droit de prendre plus de 30 jours comme congé annuel en quelque sorte. Donc il peut avoir une augmentation d'une journée et demie lorsque son ancienneté dépasse les 5 ans, c'est à partir de 5 ans, il peut avoir une demi-journée, une journée et demie comptée à chaque mois, mais à raison, ou bien à condition de ne pas dépasser 30 jours par an comme congé annuel. Alors, ce tableau que vous voyez, c'est un tableau qui distingue entre les salariés de moins de 18 ans et les salariés de plus de 18 ans. Alors, le congé annuel qu'on va compter lorsqu'il s'agit d'un salarié moins de 18 ans, parce que vous connaissez qu'un salarié, il peut travailler à l'âge de 15 ans, révolu, c'est-à-dire 15 ans et plus, il peut travailler au Maroc, ce n'est pas comme l'âge commercial. Donc, 2 jours par mois de travail effectif, on va compter 2 jours par mois. C'est-à-dire, s'il a travaillé 6 mois, automatiquement, 6 fois 2, ça fait 12 jours comme congé annuel. Alors, le congé annuel pour le salaire qui dépasse 18 ans, le compte est différent. Un jour seulement et demi. Un jour et demi par mois de travail effectué. À condition que ce salarié doit travailler successivement 6 mois, en quelque sorte, pendant l'année. S'il travaille moins de 6 mois, il ne peut pas avoir son congé annuel. Alors, un exemple qui calcule exactement la durée, je prends toujours le cas général, seulement c'est un cas chiffré. Alors, un salarié âgé de moins de 18 ans qui a travaillé 6 mois de travail effectif, 6 fois 2, ça fait 12. Alors, un salarié âgé de 18 ans et plus, seulement on va compter 1,5, donc il va prendre seulement un congé annuel de 9 jours. La même chose pour un salarié qui a travaillé 12 mois, donc c'est 24 jours pour un salarié de moins de 18 ans, et un salarié de plus de 18 ans, donc
il va apprendre seulement 18 jours. Donc 12 fois 1,5, ça fait 18 jours comme congé annuel. La rémunération des heures supplémentaires, comme j'ai déjà lancé au moment de rémunération de la réalisation des heures supplémentaires, ils ne sont pas comptés de la même manière. Lorsqu'il s'agit d'un secteur agricole et le salarié a effectué les heures supplémentaires entre 5 heures et 20 heures, donc c'est une augmentation de 25% pour le salaire horaire s'il a effectué pendant les jours ouvrables, et s'il a effectué pendant les jours de repos ou bien les jours fériés, c'est 50%. Et entre 20 heures et 5 heures, c'est-à-dire la nuit, donc l'augmentation est totalement différente. Donc 25% ça devient 50% et 50% ça devient 100%. Pour les activités non agricoles, entre 6 heures et 21 heures, donc ce n'est pas la même horaire, 25% d'augmentation pour le cas du jour ouvrable et 50% si le salarié a effectué des heures supplémentaires pour pendant les jours de repos ou bien les jours fériés. Et 100% si il a effectué les heures supplémentaires entre 21 heures et 6 heures du matin. Donc il reçoit 50% d'augmentation s'il a effectué les jours, en quelque sorte, dans les jours ouvrables, les heures dans les jours ouvrables, et s'il a effectué les heures supplémentaires dans les jours de repos et les jours fériés, dans ce cas-là, il va recevoir 100% d'augmentation. La prime d'ancienneté. Alors le salarié, il a le droit d'être rémunéré selon son ancienneté. Et le tableau suivant montre exactement sur quelle base d'ancienneté le patron, l'employeur, augmente le salaire, en quelque sorte, de son salarié. Alors 10% d'augmentation après 5 ans de travail, 15% après 12 ans de travail, 20% après 20 ans de travail et 25% après 25 ans de travail. Les jours fériés sont rémunérés de la même manière que les jours ouvrables. Et les jours fériés, on n'entend pas jours fériés, ce sont des jours qui principalement correspondent à des fêtes nationales ou bien à des fêtes religieuses. Exactement, comme exemple, le 30 juillet, fête du trône, le 1er janvier, début de l'année civile, le 1er d'El-Hijja, Eid al-Adha, la fête du mouton, le 1er mai, la fête du travailleur, c'est la fête du travailleur, bien des salariés. Ce sont des jours rémunérés en quelque sorte. Le salaire minimum, je reviens pour le salaire minimum, et comme vous voyez, vous savez tous, le gouvernement en 2019 a eu en quelque sorte un dialogue social entre les 3 partenaires, et le dialogue a donné comme résultat une augmentation de 10% de salaire SMIG et SMAG pour les ouvriers et les salariés qui travaillent dans le secteur agricole et les ouvriers qui travaillent dans le secteur non agricole. Mais cette augmentation, elle est répartie en 2 tranches. La première tranche, c'est le 1er juillet 2019 et la deuxième tranche que vous voyez à partir de 1er juillet 2020. Donc le salaire horaire pour le salarié, c'est 14,81 par heure et 2828,71 par mois. Pour le secteur agricole et forestier, le taux journalier, le salaire journalier, c'est 76,70 dirhams par jour. Les conditions, ou bien les autres conditions de travail, c'est le 3e point qui reste pour terminer ce chapitre. Écoutez, s'il vous plaît, avec moi, parce que c'est un peu compliqué, si j'ose dire comme ça. Alors, parmi les autres conditions de travail et qui rend le contrat de travail légal, le rapport employeur-employé, liberté individuelle et liberté collective qu'on voyait. Donc, ça veut dire que le salarié et l'employeur doivent se respecter et essentiellement, ils doivent respecter la liberté individuelle de chacun et la liberté collective. Deuxième condition légale du travail, l'hygiène et la sécurité des salariés. Automatiquement, un salarié qui travaille dans une entreprise, normalement, il doit travailler dans un endroit propre, dans un endroit où il y a des locaux à l'air propre, il n'y a pas de saleté, etc. Médecine du travail. Les établissements plus de 50 salariés sont tenus d'organiser des services médicaux du travail. Donc une entreprise où il y a plus de 50 salariés, il doit organiser des services médicaux pour les salariés. L'inspection du travail. Les inspecteurs de travail, ces derniers visitent les établissements, chaque mois, chaque trimestre, selon leurs visites qu'ils ont programmées,
pour le contrôle de l'application des lois sociales et les conditions de travail des salariés. Voilà au moins 4 autres conditions de travail légal, voilà, pour compléter et pour respecter le contrat de travail que le salarié a signé avec l'employeur. La leçon touche à sa fin. Merci de votre attention, mais n'oubliez pas que la leçon prochaine, intitulée « Le contrat de travail ». Et dans ce contrat de travail, on va parler exactement des caractéristiques de contrat, les 2 parties contractantes, le salarié et le patron, les différents types de contrats qui existent entre les 2 parties contractantes et quels sont les effets qu'on peut avoir une fois le contrat est mis fin, bien se trouve achevé, inachevé, soit par l'initiative du patron, soit par l'initiative du salarié. Merci une deuxième fois.